Pourquoi j'ai racheté une DS Tank en 2023 ? Parce que je suis riche ! Bon, en vrai, c'était pas prévu, j'avais déjà une DS Tank bleu clair, seulement elle s'allume plus. Je crois qu'il faut que je change la batterie. Mais durant une session d'errance sur Vinted, je vois une DS Tank grise à 20 balles, donc je regarde les autres articles du vendeur, il avait des jeux PS3 que je voulais, donc j'ai pu négocier un lot à un bon prix. Elle m'a pas coûté cher et ça me fait un sujet de vidéo. Banco. En ce moment, je suis régulièrement sur des jeux DS, vous le savez, j'ai pu choper une DSi XL il y a pas longtemps. D'accord, merci docteur. Tenez-moi au courant de l'évolution de la situation. Elle est morte. On va pouvoir récupérer sa DS. Donc je trouvais ça marrant de comparer le tout dernier modèle de DS avec le tout premier. Je pensais qu'il y avait plus d'écart entre les deux, mais non, il y a que 5 ans. Et pourtant il y a plein de différences qu'on va passer en revue après, mais d'abord, si on compare avec la Switch, c'est assez saisissant. La Switch est sortie en 2017. 2 ans plus tard, la version Lite, 2 ans plus tard, la version OLED. Pendant 5 ans, les seuls trucs qui changent, c'est lié à l'écran. Alors que la DS Tank est sortie en Europe en 2005, à peine 1 an plus tard, on avait déjà la DS Lite, avec de meilleurs écrans et un design moderne. 3 ans plus tard quand même, sort la DSi, avec un appareil photo, une connectivité Wi-Fi, un système de stockage, un store en ligne, mais bye bye le port cartouche GBA. Et encore 1 an plus tard, sort la DSi XL, avec des écrans bien plus grands, pour toucher également les vieux. Et c'est vrai qu'on a pu le voir, ça apporte pas mal de confort. Donc quand tu repasses sur les tout petits écrans mal éclairés de la DS Tank, ça fait un choc. C'est dégueulasse, les couleurs s'inversent si tu regardes pas en face, et tous les boutons font tellement préhistoriques, on dirait pas la même console. Et ben c'est justement ça qui est marrant je trouve. La DS Tank, on dirait pas qu'elle fait partie de la même gamme. Elle sort tout droit de l'époque Game Boy. Regardez, si je cache les côtés, on dirait une Game Boy Advance SP fermée. En plus, elle utilise le même chargeur. Et bien sûr, comme à chaque nouvelle version de la DS, c'est le petit jeu des 7 différences, de combien de centimètres ils ont déplacé chaque bouton. Start et Select, ils se sont fait un kiff, ils ont foutu ça en haut. Power pareil, mais de l'autre côté. Le volume cette fois-ci c'est en bas, et pas sur le côté. Et le plus gros changement, est-ce que vous arrivez à le voir ? C'est la croix. Elle est vraiment plus grande. C'est frappant, elle respecte pas les dimensions habituelles des croix de chez Nintendo. Par contre, c'est pas forcément un bon point. Je crois que les fans de sneaking sur Mario Kart DS ils aiment bien, mais dans les jeux où tu te déplaces en 3D, c'est moins confortable pour les diagonales. Et si ta croix est usée, elle peut légèrement rester bloquée sur certaines positions. C'est ce qui m'arrivait sur mon ancienne DS Tank. La console se fait vieille quand même. Elle dégage pas une grande impression de solidité. Si t'en achètes une, il y a des chances que l'écran tactile aussi soit usé, rayé, ou même qu'il y ait un décalage entre l'endroit où t'appuies et l'endroit que la console enregistre. C'est mon cas. Ça reste jouable, mais c'est un coup à prendre. D'ailleurs, le stylet, il est un peu anorexique. Sur les DS suivantes, il sera plus long et épais. Ça contraste avec la console en elle-même qui fait grosse avec son look bombé, mais quand t'es adulte, c'est pas plus mal d'avoir plus de volume à tenir. Je dirais qu'elle est plus ergonomique qu'une DS Lite pour moi, notamment au niveau des gâchettes. Et le fait qu'elle soit plus épaisse fait que tes cartouches GBA rentrent parfaitement sans dépasser, contrairement à la DS Lite où c'est moche. Par contre sur la DS Tank, c'est l'écran qui est moche, donc bon. Oui d'ailleurs, je l'appelle la DS Tank parce que c'est le nom populaire que lui donnent les gamers en raison de son look, mais si on devait donner son appellation officielle, ça serait Nintendo DS. Oui, c'est la seule en théorie qui a le droit de simplement être appelée comme ça, la première de la lignée. Quand vous regarderez votre New Nintendo 2DS XL, repensez-y, c'est ici que tout a débuté. En termes d'appellation en tout cas. Bon allez, on passe au jeu. Il y en a plusieurs que j'aimerais vous présenter. D'abord, Eragon, ou Eragon. Vous dites comment vous. Non s'il vous plaît, partez pas tout de suite, je vous jure c'est bien. Pourtant la jaquette est immonde et le jeu complet coûte 1,99€ dans les caches à côté de Horse Life et Tectonic World Tour, mais lui c'est un bon petit jeu d'action-aventure. Quand j'ai vu ce que pouvait faire la DS au lancement avec Super Mario 64 DS, c'est bon, j'étais déjà sûr qu'on aurait un Pokémon et un Zelda en full 3D. Mais non, les caméras libres à la 3ème personne ont vite été remplacées par des plans 2D sortis tout droit de l'époque 16 bits. Aujourd'hui ça vieillit bien, mais à l'époque c'est pas ce que je cherchais. Après l'ère Game Boy, je voulais de la 3D moi, et je vous jure que ça courait pas les rues sur DS.
Alors quand j'ai vu tourner Eragon, j'étais sur le cul par tant d'ambition. La narration est un peu naze, mais à jouer pour patienter entre deux Zelda, c'était pas mal. Je suis sûr qu'il serait sorti tel quel sur Sega Saturn dans les années 90, avec un titre comme Dragon of the Sword, on en entendrait encore parler aujourd'hui. Mais comme quoi, 10 ans, ça change une industrie. Tiens, c'est un exercice de pensée intéressant. Les jeux sont réputés par rapport à une époque. Si Banjo-Kazooie était sorti 10 ans plus tard, est-ce qu'on en parlerait encore aujourd'hui? Est-ce qu'on continuerait de le conseiller aux gens? Eh ben, c'est beaucoup moins probable. C'est qu'en fait, quand on recommande un jeu, c'est pas tant ses qualités intrinsèques qu'on recommande, c'est son aura et son impact historique. Donc dites-vous qu'Eragon est un jeu Saturn de 1996 et vous serez bien. Quittons la 3D maintenant avec Mario et Luigi, les frères du temps. Ou Partners in Time, pour les anglophiles. C'est le deuxième épisode de cette série de RPG pas banal. J'ai rejoué à Superstar Saga juste avant sur Game Boy Advance pour me remettre dans le bain, et franchement, cette première suite sur Nintendo DS, je trouve que c'est une réussite. On garde la structure de l'opus original, mais en y ajoutant des nouveautés liées au nouveau hardware. Et avec brio pour l'époque, parce que mine de rien, c'est un jeu de 2005, donc il est arrivé hyper tôt dans la vie de la DS. Sur l'interface, il y a encore la forme des boutons de la DS Tank. Ça va te faire bizarre si tu joues sur un autre modèle. C'est pour ça que je tenais à en parler dans cette vidéo-ci. Mais il tombe pas non plus dans le piège d'utiliser des gimmicks lourdingues comme le tactile ou le micro dans des moments où ça aurait juste été contraignant. Non, il utilise les nouveautés de la DS avec parcimonie. Déjà, les nouveaux boutons X et Y permettent de contrôler deux personnages de plus, bébé Mario et bébé Luigi, donc ça ajoute une dimension supplémentaire dans l'exploration des zones et la résolution des énigmes, le fait d'avoir un panel d'action un peu plus rempli. Et puis il y a le double écran, qui permet des effets de mise en scène rigolos dans les cinématiques, mais c'est surtout son utilisation dans les combats qui m'a plu. Mario et Luigi, c'est des RPG au tour par tour, mais tu as quand même des actions à faire en temps réel pour esquiver les attaques. Faut apprendre les patterns des ennemis, et j'aime beaucoup quand les boss t'envoient des indices visuels qui dépassent sur l'écran du haut. Donc entre le double écran et les deux boutons de plus, ça fait plus d'éléments à surveiller, plus de boutons à presser en combat, ça nous donne un jeu plus riche, plus profond, mais en sachant rester digeste. Je trouve que Mario et Luigi, les frères du temps, illustrent bien l'efficacité de la formule Nintendo. C'est-à-dire que, même sans trop booster les graphismes, rien qu'en proposant une console qui a plusieurs nouveautés hardware par rapport à la précédente, tu peux apporter un vrai sentiment de fraîcheur à tes séries. Sa suite, Voyage au centre de Bowser, est peut-être plus culte, mais il se différencie suffisamment dans son concept pour que les frères du temps restent appréciables en tant que tels, surtout avec son petit parfum de jeu de début de génération. D'ailleurs, tant qu'on est dans les Mario, on va en profiter. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'on pouvait insérer les cartouches Game Boy Advance dedans? Ben, comme j'ai acheté plein de jeux GBA pas chers dernièrement au Japon, c'est l'occasion de vous les montrer, sachant que contrairement à la 3DS, la première DS et la GBA sont dézonées. Vous le savez peut-être, à l'époque ils ont sorti une gamme de jeux NES sur Game Boy Advance. C'était un peu moins cher qu'un jeu normal, mais c'était des portages bêtes et méchants sans amélioration, tels qu'on aurait pu en voir sur Game Boy Color. Ouais, mais la résolution de l'écran Advance est quand même meilleure. Donc même si Super Mario Bros Deluxe existe sur Game Boy Color, le fait que l'écran soit grandement coupé, ça nique tout le plaisir pour moi. Super Mario Bros sur GBA, il n'a pas les modes de jeu supplémentaires de la version Deluxe, mais il est plus jouable. Par contre, l'écran Advance, il est plus large qu'un écran 4/3 classique, donc il y a des visuels qui ont l'air légèrement étirés. Est-ce que vous aimez le premier Mario Bros? Pas le Super. Moi non, quitte à jouer à une vieillerie, je préfère le premier Donkey Kong, qui lui aussi est dispo dans cette gamme de portage NES. En plus, il y a toujours le bug des échelles pour scorer. Enfin, moi, c'est des versions japonaises, donc je devrais dire Famicom. Et d'ailleurs, si nous en Europe, on a eu des boîtes un peu moches, au Japon, les Famicom Mini avaient droit à leur propre petite boîte trop mignonne. Regardez-moi ça, la cartouche est cachée dans une petite boîte, à l'intérieur de la petite boîte. Le packaging, c'est encore le truc le plus fun, parce que les jeux, bah c'est les soft 8 bits quoi, et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas ma génération préférée. Mais la GBA, c'est surtout une machine à pondre des portages Super Nintendo, et là c'est déjà plus intéressant. À moi les joies de Super Mario World et Yoshi's Island sur une console portable, 15 ans avant la sortie de la console virtuelle SNES sur New 3DS. Bon par contre, ces petites cartouches, elles avaient un coût à l'époque. 40€ pour de vieux portages fainéants, pendant qu'en même temps, de gros nouveaux jeux ambitieux sortaient sur GameCube pour 10 balles de plus. Et pourtant, devinez quelle console a cartonné.
Bah oui, parce que les gosses, on peut les balader, et c'est eux principalement qui jouaient à la Game Boy. Les adultes, ils avaient une PS2 ou un PC. Et c'est pour ça que la DS est aussi importante. Avec ces nouvelles possibilités d'interaction, accessibles, via le tactile notamment, c'est plus seulement les gosses qui y jouaient, c'était même les adultes. Comment résister à Nintendogs, ou Dr Kawashima, ou le maître du tactile, WarioWare Touched. C'est un de mes favoris. C'est une vitrine des capacités de la DS, et les mini-jeux sont trop bien pensés. J'adore ce concept. Si vous avez joué qu'au premier épisode sur Switch, et que vous n'avez pas aimé, je vous conseille fortement les épisodes plus classiques comme celui-ci, parce qu'il manque pas de génie. Rhythm Paradise aussi, c'est original, tout aussi déjanté, mais c'est un jeu de rythme. C'est un concept brillant, mais bordel, ce qu'il est dur cet épisode! Il se joue à l'écran tactile, et c'est moins naturel qu'avec des boutons comme sur GBA, Wii ou 3DS. Je vous le recommande quand même, parce qu'il est pas cher, c'est une bonne occasion de découvrir un style de jeu unique, mais waouh, parfois faut s'accrocher. Ou avoir fait de la batterie pendant 10 ans. On termine avec un jeu un peu oublié de la DS, qui va peut-être revenir sur le devant de la scène depuis l'annonce d'un nouvel épisode sur Switch, Super Princess Peach. Je l'ai trouvé dans un cache il y a quelques mois à 20€, donc je l'avais pris pour plus tard, et c'est cool, ça me donne l'occasion pour une fois de coller légèrement à l'actualité. Qu'est-ce que ça vaut un jeu avec Peach comme héroïne? Alors déjà, faut savoir qu'il est sorti très tôt dans la vie de la console, en octobre 2005 au Japon, c'est-à-dire un mois avant les Frères du Temps carrément. Et en termes de présentation, de mise en scène et de scénar, au début, on dirait carrément un nouveau Mario et Luigi. Mais non, fausse alerte, dans les niveaux ensuite, on passe sur une vue de profil. Premier bon point, je trouve le jeu adorable graphiquement. Son style cartoon coloré a trop bien vieilli. Le jeu est fluide, il y a plusieurs niveaux de scrolling parallaxe, Peach et les ennemis ont des animations super travaillées, c'est un régal à regarder. Mais vu comment il est chatoyant, c'est l'exemple typique du jeu qu'il est dommage de se faire sur une DS Tank, vu comment les couleurs sont fades dessus. Parfois, on peut débattre de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'augmenter le prix d'une console juste pour y mettre un écran OLED, alors que le LCD peut afficher de belles couleurs aussi. Mais alors sur DS Tank, y a pas débat, les couleurs sont très en dessous par rapport à tous les modèles suivants. Mais l'avantage, c'est quand tu retournes ensuite sur une DSi XL, tu apprécies d'autant plus les graphismes de tes jeux, grâce à la qualité des écrans. Donc la DS Tank permet au moins ça. En ce qui concerne le gameplay, c'est une sorte de Mario, moins linéaire, avec plus d'embranchements dans les niveaux. Faut pas juste aller de gauche à droite. Bon, c'est comme un Wario Land alors. Eh ben pas vraiment. Justement, ce côté exploration a tendance à me saouler vite dans un Wario Land où tous ces jeux qui se disent être des platformers, alors qu'en fait il n'y a aucune plateforme, c'est que des labyrinthes ou des Metroid-like. Dans Super Princess Peach, il y a des vraies phases de plateforme très souvent. Et la particularité du jeu, c'est que tu peux utiliser l'écran tactile pour changer l'humeur de Peach, et chaque humeur lui donne un pouvoir. Quand elle est énervée, elle fait des flammes, quand elle pleure, elle jette de l'eau. Et ce qui est cool, c'est qu'un même pouvoir peut avoir plusieurs dimensions. Par exemple, quand Peach pleure, elle court plus vite. Donc c'est aussi utile pour certaines phases de platforming. Et j'ai trouvé ça brillant. Pareil pour les boss, des vrais boss créatifs à la Nintendo, où faudra utiliser le pouvoir de tes émotions sur leurs points faibles. Et ce qui est drôle, c'est que le dernier Mario 3D en date, en 2005, c'était Mario Sunshine. Et donc tu retrouves les boss de Mario Sunshine, mais en mode D-Make 2D. C'est trop cool, ça lui donne une saveur GameCube à ce jeu. Vu qu'on le rappelle, Peach peut jeter de l'eau. J'ai été impressionné par la palette de mouvements de l'héroïne. La glissade, c'est la vie. En plus, dans les niveaux, tu récupères des pièces qui te permettent d'acheter des nouveaux moves dans la boutique de Toad, donc ça permet de garder des objectifs court terme. Et puis, il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter à fouiller pour trouver des pièces, t'en trouves plein sur ton chemin. Mais si tu veux vraiment fouiller, ils ont caché 3 Toads dans les niveaux, un peu comme les pièces étoiles des New Super Mario Bros. Mais t'es pas obligé de les récupérer si tu veux avancer dans les niveaux, donc le jeu s'enchaîne bien. Cependant, ils ont fait une Rayman. C'est-à-dire qu'ok, tu progresses vite dans chaque monde, mais une fois arrivé devant la porte du boss final, on te dit qu'il faut sauver tous les Toads de tous les stages pour l'ouvrir. Ça c'est relou qu'ils te l'annoncent aussi tard, parce que ça force à retourner dans les niveaux si tu veux voir la toute fin. Sinon tu t'arrêtes là, t'auras déjà bien kiffé le jeu, mais en vrai, trouver les Toads, c'est moins chiant qu'on ne le pense. Ils sont pas si bien cachés que ça, et la plupart sont même assez fun à récupérer. Moi qui aimais tracer, souvent je m'arrêtais pour faire le Toad, parce qu'il y avait un passage de plateforme qui avait l'air même plus fun que la suite du niveau.
En termes de difficulté, je l'ai trouvé très équilibré, avec une bonne courbe de progression et une dose de challenge acceptable. Mais en fait, c'est juste que j'avais complètement oublié que le pouvoir vert permettait de restaurer sa vie. Donc je mourrais plus souvent. Et au final, si j'avais su, il m'aurait peut-être moins plu. Parce que sans ça, la gestion de la difficulté, je la trouvais tip-top. Juste ce qu'il faut pour pas que je m'endorme. Donc dans l'ensemble, Super Princess Peach, c'est un bon platformer, très Nintendo, avec son lot de surprises jusqu'à la fin de l'aventure. Une jouabilité qui se renouvelle, un super level design, et malgré la non-linéarité, j'ai pas trouvé de niveau chiant comme il peut y en avoir dans un Yoshi's Island ou un Wario Land. Pour moi, il est tellement plus intelligent qu'un New Super Mario Bros. Plus j'y jouais, plus il me plaisait. Et il est rapidement devenu une de mes exclus DS préférées en fait. Il a pas eu des critiques dithyrambiques en 2005-2006, alors que justement, ce qu'on lui reprochait, c'est des choses qui faisaient déjà bien mieux que d'autres jeux de l'époque, qui eux, ont moins bien vieilli. Je pense que s'il est tombé dans l'oubli, c'est que sur Nintendo DS, surtout la première année, on voulait voir des choses nouvelles, qui étaient pas possibles sur une Game Boy Advance, genre de la 3D. Donc après un Super Mario 64 DS, c'est vrai que ça faisait moins ambitieux. Mais quand on pense que la GBA a pas eu de platformer Mario exclusif, si ce Super Princess Peach était sorti dessus à la place, je pense qu'on en ferait bien plus d'éloges. Ou pire, si c'était un jeu Super Nintendo, on parlerait que de lui. Parce que oui, pour moi, il est supérieur à n'importe quel Mario 2D ou Donkey Kong Country des années 90. Donc la boucle est bouclée, c'est ce que je disais déjà en début de vidéo sur Eragon, tout est une question de timing pour entrer dans l'histoire. Sauf que contrairement à Eragon, Super Princess Peach est encore aujourd'hui un super jeu, grâce à son level design inventif, son enrobage Mario qui dégomme, et sa palette de mouvements originale. C'est pour ça que j'ai souhaité prendre le temps d'en parler longuement dans cette vidéo, parce que c'est une découverte qui m'a agréablement surprise. J'ai adoré contrôler Peach, alors que c'était un non-perso pour moi avant. La Princesse Peach, je la trouvais pas plus intéressante que le drapeau à la fin d'un stage. Mais grâce à son jeu, j'ai développé un affect pour l'héroïne, et j'ai envie de la voir revenir. Donc maintenant, trop hâte de voir ce qu'ils vont inventer en termes de gameplay pour le prochain épisode sur Switch. C'était marrant de repasser un peu de temps sur une console portable aussi rétro, même si ça reste la première portable de Nintendo avec un menu, une petite interface pour accéder aux réglages ou à PictoChat. Par contre, faut pas retirer la cartouche quand la console est allumée, le menu se met pas à jour directement comme sur 3DS ou DSi. Donc quand ton jeu est sale, tu dois rallumer la machine à chaque fois que tu le réinsères pour qu'il se lance, comme sur Game Boy. Malgré les petites faiblesses qu'on a énumérées au début, je trouve qu'elle a encore trop de charme aujourd'hui cette DS Tank. Sous ses airs de gros tas, j'ai de l'affect pour elle. Sérieusement, si vous voulez redécouvrir votre ludothèque DS ou GBA autrement, ça peut être une idée, parce qu'elle est pas très chère, vu qu'elle est pas recherchée. C'est très facile à trouver, pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour s'en procurer une. Et parfois, rien que découvrir un modèle avec des lacunes peut d'autant plus vous faire apprécier le modèle que vous possédiez. Je vous redirige vers ma vidéo sur la DSi XL si vous voulez continuer de m'entendre parler de double écran. Et si vous avez 1 euro en trop, je peux vous débarrasser pour financer mes futures vidéos.